Ce matin pour un quatrième panel consacré aux stratégies de prévention, soutien holistique et réponse communautaire aux violences sexuelles liées aux conflits armés. Alors, il est évident que la prévention est une question essentielle, et j'ai envie de rappeler un bon mot d'un de mes professeurs de relations internationales, dont je tairai le nom, qui disait que dans les années 70, il y avait eu un grand vent d'espérance. C'était une décennie consacrée aux droits du développement, et l'humanité avait voulu construire le monde commun dont parle si bien Pierre Ricoeur. Et puis 20 ans après, on avait initié une nouvelle décennie, les années 90, des années de répression et des années de sanctions pénales, avec la création des 2 tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Alors évidemment, ces créations étaient une avancée parce qu'elles permettaient la sanction des crimes de masse, mais en même temps, elles étaient aussi le constat de l'échec de l'humanité à pouvoir créer ce monde commun et à pouvoir s'entendre. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est un jour important pour le droit international, puisqu'à 13h, on attend l'ordonnance de la Cour internationale de justice suite à la demande de l'Afrique du Sud en indication de mesures conservatoires dans l'affaire Israël-Palestine. Alors, on va voir si la Cour suit son précédent dans l'affaire Myanmar, et on va voir si effectivement la prévention est toujours la priorité du droit international public et de ses juges. Sans plus attendre, parce que nous avons un grand panel, comme vous pouvez le constater, grand et prestigieux. Donc, sans plus attendre, Catherine, alors, les lunettes, pardon. Catherine Coppens. Catherine Coppens, you're Executive Director of the Dr. Mukwege Foundation. You're going to tell us about the foundation's work in your communication entitled Survivor-Centered Holistic Care, Why and What Does It Take? Catherine, the floor is yours. Thank you, Marielle. Thank you all, and thanks for the opportunity to focus in this morning's panels on survivors, what they need. I really enjoyed yesterday's reflections on the international legal frameworks, the possibilities for ending impunity and redress. But I think it's important we look at the issue of conflict-related sexual violence from a holistic perspective. So I'm very happy to share. Let me see. We discussed this a lot, so I will not go very deeply into it, and it was mentioned yesterday, but it's important to realize what the impact is of sexual violence on survivors and the severe impact it has and the widespread use. I think the SRSG mentioned it, that despite many progress made, we still see, unfortunately, in almost all conflicts today, conflict-related sexual violence, its severe effects, and in many, sexual violence used as a strategic weapon. And what are these impacts? And it was mentioned yesterday also by the person talking about the community impact. The severe impact is individual, and it's often medical. The sexual violence is used with a tremendous amount of violence. I think all of us know the horrific stories of women being mutilated above and beyond repair. Sometimes children can be victims, men can be victims. And what this does to communities, as often the sexual violence is perpetrated to have the impact it desires to have in front of the community. So it's in front of the husbands, the fathers, the mothers, the sisters, and that really destroys the social fabric. An important part, and it was also mentioned, is that surrounding sexual violence in general, and particularly in conflict-related sexual violence, the stigma and the sense of humiliation and shame of a survivor is often blocking the survivor to seek timely the care needed. And I think it's even in our own societies, I would say, in a situation of domestic violence, of sexual violence, the shame, the sense of guilt,
the embarrassment to describe what has happened, which always affects a sense of bodily and individual integrity, makes that sexual violence, particularly in conflict, has been hidden for decades. And I think it is that where we make big progress now is that in many of the conflicts today, the use of sexual violence is being flagged. Survivors themselves speak out and say, this happened to me. And I think that's vital. But it takes a lot of support, courage, and support from other survivors in the community. And that brings me to the mission of the Mukwege Foundation. So very briefly, for us, it's essential that the focus of our work is on what survivors need. And I will explain later, and Lindsay mentioned it yesterday. It's a narrative used a lot, survivor-centeredness, but what does it really entail, and why is it so important? So, but for us, it's really to accompany survivors in what they define as their priorities. And for survivors to be ready to share that they need their medical needs, their psychological needs need to be addressed. And yesterday it was mentioned that that's part of reparations, but I would like to stress that these rights exist also outside legal procedures. Any survivors under international law has rights to receive proper care from their own governments. So I think it's important that the notion and the obligation of holistic care starts the moment the needs arise. And for us, it's very important that we bring survivors together to strengthen each other, to show each other what they need, but to be role models for themselves. And why do we feel that's so important? And I will quickly share the theory of change. Because for any change to happen, I think it's important, and I think it's also an important role of the Office of the SRSG to talk about it, to talk about the horrors of what it means. And for that, it needs to be known. So breaking the silence around sexual violence in general and conflict-related sexual violence more specifically is key. The collective response needs to be changed. And I think I'm very happy with the approach of this colloquium where both from the legal side, but also the practical side, it's recognized that it needs a truly holistic approach. And it's important to stress that it is recognized as a crime. There is clear state obligations existing to prevent and respond. So survivors have a right to be recognized and supported. For us, how do we see this happening? It's where we recognize that a holistic approach, so for survivors to have access to both medical care, psychological care, income-generating activities, and justice is key. And yesterday we talked a lot about the justice element, so I will now focus more on the other elements. For us to reach this holistic approach, we have the 3 interconnected strategies. One is the holistic care. I will talk about a bit more. Voice is really supporting survivor networks, both nationally as globally, to regain their own voice. And the third element is the justice and accountability for survivors to see justice done to them. The holistic care and the holistic care model we advocate for and we try to roll out globally is inspired by the model of Dr. Mukwege and his team developed in Panzi, Bukavu, DRC. And basically what they realized initially, the hospital of Dr. Mukwege was a maternity hospital. So first, the response of Panzi and Dr. Mukwege and his team was very much to heal or try to heal women, and given it's a maternity hospital, it's mainly women, to heal them from their physical harms. And that is, and you heard about the fistula repair, but there is a whole different array of
physical trauma that survivors show when they arrive in Panzi. So it started from the medical side. Then it became very obvious that for women to heal, to want to heal, to be able to talk, they needed mental health support. But for them then to be able to go back to their communities, go back to their villages, talk to their mothers, fathers, they also needed to regain their socioeconomic position. And I think I cannot stress enough that regaining economic independence or gaining economic independence is also a very important weapon against social exclusion. So for a survivor to be able to return to her village, not as a victim, not as a broken individual, but as a survivor with a beautiful dress and own means to socioeconomically care for herself and her family, opens the doors of the community. And then, of course, again, we talked about this extensively yesterday, access to judicial procedures if they exist. What does it include in practice? I already mentioned the 4 pillars, but what we've learned and realized more, it's also about the way it's done. And it's about the notion of integration. In many contexts, survivors have access to either medical care or judicial care, but to be able to access all elements they need to seek the different pillars. And they need to retell their story over and over again. So the notion of integration, one stop, is essential. Confidentiality, giving the stigma and the fear for survivors to know that if they tell their story, the medical staff treats their information confidentially is essential. Compassionate care. It seems a bit of a no-brainer, but unfortunately in many of the contexts where sexual violence is issued, the compassion is not a given. Linked to the stigma, survivors are often blamed and feel the guilt. So to feel that notion of compassion by the medical staff, by the police, it's often not there, is key. And all this helps and is essential to avoid re-traumatization. Telling your story over and over again, we can all imagine how re-traumatizing that is. And then last not least, take the survivor at the center. And I will explain a bit more what it means for us in the work we do. It's really focused on prioritizing what a survivor needs. And it seems a simple statement, but in many of the contexts, and you know, we often see Ukraine as a best case example, and I think what's happening there allows us to push the boundaries of what we could only imagine was possible with the government that's willing. But in the early days, the government was really focused on building criminal cases to bring alleged perpetrators, Russians, to trial. So there was a very strong pressure on survivors to act as a witness. Even when they were not yet ready, there was a strong pressure that it almost felt as a patriotic duty. And although for some survivors this might have been what they wanted and needed, for others not. So that very simple question, what do you need now, is essential. And I think it's also important that survivors are then in the center of the follow-up plan. So it's the constant question of what do you need, what is your priority? And this guiding principle was mentioned already yesterday. It's a bit the slogan, nothing about us without us. To bring survivors to a stage where they feel they want to speak out, they can speak out, they can share, they can advocate for what they need in their context, we created 2 different survivor networks. One is called SEMA, a global network uniting survivors of CRSV from over 26 countries.
And I think the power of, or the magic even of the global network is that it unites survivors from different contexts, different generations, different experiences, but they recognize in each other what it means, and they really, by seeing the evolvement of their fellow members of the network in the past 6 years, it gives them strength. And they become each other's role models. And then to be able to translate that power into real change in their own context, we try to support national survivor networks in a number of countries to really work with them to try to identify their advocacy priorities and support them in being able to achieve change. The survivor-centered approach, what does it mean in practice? And I think it's important to realize that the ask and listen, I think that's almost the first one, but for survivors to be able and daring to respond, they need to feel safe. So you need to have a safe space. It's not only that initial ask, but it's, for instance, with the survivor-centered network programs and also in the holistic care, it's important at project design, at project implementation, at activity, to really engage survivors in both the project design, implementation, and evaluation, and to support them in defining their own priorities. For that, they need to have access to what their rights are. They need to have access to the information. And they need to have the tools to participate. So a lot of it is capacity building to be able to, for survivors to articulate, but also assume the role of advocates. For this to happen in practice, it's also important, and I think we heard that, and I think that the case of Cambodia that was yesterday presented was again, you know, a realization that the narrative is very much around survivor-centeredness. In many of the feminist foreign policies of governments, they talk about survivor-centered, about victim-centered. But what it means is that this process takes time. It needs long-term commitment of governments and donors. This is not a quick fix. It's not a quick fix. So it's also important that policymakers, states, really realize that this is a long-term commitment and they need to believe in the added value. And what struck me with the Cambodia example yesterday, that from the lawyer side, from the policy side, there was a strong emphasis on trying to engage survivors in the determination of what meaningful reparations would mean for them. But then in the end, if donors don't accept that notion and pick their own priorities, I think it fully undermines. So a strong belief, both by all of us, by practitioners, but also policymakers and donors, I think is key in its both effect, potential, and achievements. The element, and I will not go too much into it as I will have more opportunity in the panel this afternoon. But another important element is next to the holistic care, the voice as we call it, so working with survivors directly, to also assume both together with SEMA, the global network, as Mukwege Foundation, a strong role in global advocacy around justice and accountability. And just a few points, the ending impunity, I think we all know, and yesterday we had a lot of examples. A lot is happening, but it's often too little, or almost always too little, too late. We also know that the possibility of the international criminal justice system will never be able to give that sense of recognition and what is just and fair in a timely manner. So the ultimate aim has to be that national or hybrid systems are in place to deal with the huge numbers of victims and survivors we see. The notion of administrative reparations, I think it's a very interesting and important notion. Our
partner organization, the Global Survivor Fund, is really working on piloting, showing that it's possible in a number of countries that even without legal prosecutions, a state can assume its responsibility for more timely redress and reparation for victims. The Murat Code, I think it's where we work with survivors, and I think you all know the Murat Code probably, but it's an important tool to recognize that any engagement with survivors needs to be trauma-informed and survivor-centered. But here as well, for the Murat Code to work, survivors need to know they have those rights. And they need to be aware that investigators, journalists have to follow that code. So we are working with SEMA, the global network, on how the Murat Code can be really translated for survivors to be able to have it in hand or in their minds. And then another project we're working on is the Red Line Initiative, and I will have the chance tomorrow to share more. So with this one, I would like to hand back to Muriel. Thank you, Catherine, for your very interesting presentation, and thank you for giving us a breath of hope with this essential work of the Foundation to rebuild the social fabric. We'll be able to discuss the other points you raised during the time set aside for the questions, but I'll give the floor to Lindsay Forsland straight away, who's Deputy Coordinator in the Office of the SRSG on Sexual Violence Conflict, and who's going to talk to us about the UN Action Framework for the Prevention of the CRSV. Lindsay, you have the floor. Thank you so much. Good morning, everyone, and thank you, Maria, for the introduction, and Katrine for your really important remarks, and I think bringing us into a new frame of mind to this morning, digging more deeply into what it means to work in a survivor-centered way. I'd like to take this opportunity to also thank the organizers of the symposium, specifically Université Côte d'Azur and BSF, for inviting me to speak on this panel. I'm going to try to complement the other expertise and interventions of the panelists this morning by really focusing on what the UN is doing to actually prevent conflict-related sexual violence from the first place, both at a policy level, but also giving some very concrete examples from some projects that we have had in the past and projects that are ongoing. I think we touched on yesterday the fact that prevention demands not only programmatic responses, but also political level engagements that are really grounded in the women, peace, and security agenda, as well as international humanitarian law. Specifically yesterday, I think you heard very clearly from the Special Representative of the Secretary General on sexual violence and conflict that prevention of sexual violence has been a strategic priority for her from day one. And through her field missions, through engagements with survivors, survivors continue to say to our office, this crime could have been prevented. And here are some very concrete ways in which I think it could and should have been prevented. So as a result, the SRSG tasked the UN Action Network, which she chairs. We're a network of 25 UN entities now that convene on a monthly basis, but also at a strategic level, to basically leverage the different competencies of the UN system to think through how we can prevent. And usually we're talking about prevention and response, but today I really want to focus in on prevention and what it can and should look like in practice. So as a result, the SRSG tasked the network to develop the first of its kind prevention framework on CRSV. And I have some copies here, which I'm happy to distribute later. And this framework really builds on other relevant prevention frameworks, such as the Analyst for Atrocity Crimes, and also work of the Interagency Standing Committee on the minimum standards for GBV and emergencies. But
It's really the first of its kind that is very focused on how to prevent CRSV. The framework was developed in 2022 and also launched in 2022 during the UN General Assembly. And it's important to note that prevention, how it's defined for this framework, it encompasses both operational and structural prevention. And it also examines how a multi-sectoral support to survivors should be provided through a multi-stakeholder approach. The framework aims to provide international, national, community actors, as well as individuals with tools, as well as concrete examples for how to, one, stop CRSV from occurring in the first place, and two, also to mitigate further harm for those who've been impacted and affected by CRSV. And I think Katrine just covered in quite a bit of detail what some of those harmful impacts can be after CRSV takes place. Preventing occurrence, what should and can that look like? So preventing the occurrence, escalation, and also reoccurrence of CRSV, it builds on broader efforts to prevent conflict in general and atrocity crimes. It's contained within this concept is both primary prevention, which aims at keeping harm from happening in the first place, as well as secondary prevention. That's trying to detect early occurrences and to control further impact or the spread of CRSV from impacting communities. I think as many panelists pointed out yesterday, it's first and foremost the responsibility of national authorities to respect and implement existing international norms and legal frameworks. And advances in tackling also root causes of conflict-related sexual violence are important. Some of the root causes can include the elimination of gender inequality, addressing harmful social norms and poverty, reducing military spending, and increasing investment in human security and social services, as well as disarmament and arms control. And of course, yesterday we talked a great deal about accountability efforts, improving legislation, and the importance of prosecution and sanctions, among others. I think yesterday SRSG spoke specifically about the impact of her engagement often with sanctions regimes and how the application of targeted sanctions can really increase the costs and the consequences of sexual violence and can deter and enhance prevention efforts. Other prevention efforts can include the establishment and also monitoring of existing early warning indicators for conflict-related sexual violence. And this should really also be embedded in wider efforts to do conflict or gender-sensitive conflict analysis.
apporter, créer les ponts sur ces sujets d'accès à la connaissance. Vous voyez quelques informations, je vais y passer très vite parce que ce n'est pas là l'important, mais vous voyez que le troisième hashtag qu'on met sur ce slide de présentation, c'est User Center Design, et vous allez voir que c'est absolument essentiel dans notre approche, et je pense que finalement c'est pas mal que je passe en dernier de ce panel, parce que vous allez voir que plein de choses que je vais dire vont reboucler avec ce que disait Catherine au départ sur l'importance de mettre l'utilisateur au centre. Finalement, à Bibliothèques sans frontières, ce qu'on essaye de faire, c'est cette synthèse entre l'accès et l'accessibilité. L'accès, parce que aujourd'hui, il y a la moitié de la population mondiale, par exemple, qui n'a pas accès à Internet. Il y a des millions de personnes qui n'ont pas accès à de la connaissance sous toutes ses formes, de l'éducation, bien sûr, aux écoles, et plus largement à des moyens de se former, de s'informer, etc. Et donc, notre boulot à BSF, c'est de faire de l'outreach, d'essayer d'apporter au plus près de là où sont les gens ces moyens d'accéder à de la connaissance. Mais on a commencé avec Bibliothèques sans frontières à donner des livres. Et quand vous donnez des livres un livre à quelqu'un qui ne sait pas lire, vous avez fait la moitié du job. Et la question de l'accessibilité, si on devait la résumer à son plus au point, ce serait de dire, au-delà de donner un livre, il faut aussi apprendre à lire. Et il faut aussi apprendre à se servir et à mobiliser la connaissance qu'on aura eue dans cette lecture pour faire quelque chose. Et tout le sujet de l'accessibilité, il est là dans notre travail, c'est ces problématiques autour de la médiation et finalement comment on accompagne des bénéficiaires à s'emparer de la connaissance à laquelle ils ont accès grâce à certains de nos projets pour en faire quelque chose. Et finalement, la théorie du changement de Bibliothèques sans frontières, c'est bien celle-ci, c'est donner les outils aux populations vulnérables, les moyens de construire eux-mêmes les solutions aux problèmes auxquels ils font face. C'est un immense défi parce que c'est la définition du mot souvent galvaudé d'empowerment, mais la question de l'empowerment, elle est profondément individuelle et collective, et c'est ça qu'il y a de beau dans une bibliothèque, c'est que c'est à la fois le lieu de l'individu et c'est aussi le lieu du collectif où on va pouvoir se retrouver et échanger. Un des exemples, peut-être le meilleur exemple du travail de Bibliothèques sans frontières, c'est ces Ideas Box dont Patrick parlait en ouverture du colloque hier, et que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure, ces médiathèques en kit qu'on a créées avec le designer Philippe Stark il y a 10 ans maintenant, et qui, vous voyez, tiennent sur 2 palettes et s'ouvrent et créent cet espace sécurisé dans lequel on va trouver des tablettes, des ordinateurs, une bibliothèque, un cinéma, énormément de ressources électroniques, etc. Ce qui est intéressant dans l'Ideas Box, et au-delà de ça, vous voyez, il y a tout le mobilier qui est dedans, il y a un groupe électrogène pour l'électricité. Enfin, vraiment, on a un petit centre multimédia portatif qui peut se déployer à peu près n'importe où, dans n'importe quel contexte et situation. Vous voyez quelques exemples ici au Burundi, dans des camps de réfugiés congolais. C'est les premières Ideas Box qui ont été déployées en 2014, avec un certain nombre d'usages, et notamment en bas à droite, des cours de code et de numérique pour à destination des femmes. Donc déjà à cette époque-là, vous voyez qu'il y avait ce sujet de voir comment on empower à travers des techniques et notamment des cours informatiques. L'Ideas Box, elle est intéressante parce qu'elle crée un espace sécurisé, et surtout elle crée un espace sécurisé que les gens s'approprient, parce que tous les contenus en fait et les activités qui vont être proposées par l'Ideas Box vont être co-designés avec les populations locales. Vous allez voir qu'on va arriver progressivement à cette question des violences sexuelles dans les conflits. Aujourd'hui, il y a 150 Ideas Box qui sont déployés à travers le monde, à peu près 1 million de visites chaque année, dans des contextes qui sont assez divers. On les a créés au départ pour les camps de réfugiés, pour vraiment apporter ces fenêtres sur le monde dans les camps de réfugiés, comme on disait à l'époque. Et en fait, assez vite, la New York Public Library aux États-Unis, des bibliothèques en France, mais aussi des acteurs qui travaillent avec les populations aborigènes en Australie, sont venus nous voir en nous disant « Attendez, c'est pas que pour les réfugiés, votre affaire, ça nous intéresse aussi pour aller toucher des publics qui ne viennent pas dans les bibliothèques, dans les quartiers populaires ici en France, dans les zones rurales. » Il y en a une d'ailleurs qui est pas loin d'ici, déployée avec l'Aglo Sophia Antipolis dans les hauteurs de l'arrière-pays niçois. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à déployer des Ideas Box, on s'est rendu compte qu'on avait un vrai problème d'accès et de biais de genre. On avait simplement 37% des utilisatrices des Ideas Box qui étaient des femmes. On travaillait notamment en Afrique subsaharienne, mais ça s'est percuté beaucoup, ce constat, avec notre programme au Bangladesh, dans les camps de réfugiés Rohingyas, où les femmes étaient tout bonnement interdites d'accéder à des ressources
éducatives, des ressources culturelles, etc. Et on a fait un travail énorme à cette époque-là d'outreach, d'aller chercher les femmes dans les maisons, dans les abris, pour venir leur apporter des activités et aussi de négociations avec les leaders communautaires et les leaders religieux pour réussir à leur permettre l'accès à ces programmes. On a lancé en parallèle un programme Ideas Box for Women, qui est en fait un toolkit qui permet justement... Alors un toolkit pour nous, c'est quoi? C'est une bibliothèque avec un certain nombre de contenus pour les utilisateurs finaux qui sont sélectionnés, mais aussi des activités sur étagère pour les animateurs de ces espaces et des ressources de formation pour ces animateurs. On a travaillé sur la santé maternelle infantile, mais aussi sur l'autonomie financière des femmes, sur des stratégies de leadership et d'influence pour les femmes, et aussi, bien sûr, la lutte contre les violences liées au genre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au Burundi, par exemple, on est passé de 40%, on était un tout petit peu plus haut au Burundi, on est passé de 40% à 60% de femmes qui fréquentaient ces espaces. On avait même créé des jours spécifiques pour elles au départ, pour vraiment dire, voilà, c'est votre espace et vous en faites ce que vous voulez à ce moment-là. À Izaré, donc une commune du Burundi, il y a des ateliers photos qui ont été mis en œuvre pour photographier les femmes inspirantes de la communauté qui ont ensuite été affichées en grand dans l'espace. On a des exemples, l'exemple d'Anita qui est sortie de la prostitution grâce à ce programme pour monter elle-même ses propres activités en direction de la communauté. Vous avez aussi l'exemple de Bernadette qui est derrière moi, qui est devenue un petit peu l'icône de Bibliothèques sans frontières et que vous voyez souvent sur nos éléments de communication. Bernadette, c'était une enfant des rues du quartier de Butaréré à Bujumbura, qui a, grâce à l'Ideas Box, retrouvé le chemin de l'école. Et ça fait partie de ces activités spécifiques pour les femmes et les filles. Alors, vous voyez, on n'est encore pas tout à fait dans la question des conflits. Alors, Bibliothèques sans frontières, en parallèle, commençait à déployer pas mal de programmes, de plus en plus dans des situations qui étaient des situations de conflit ou de post-conflit. C'est toujours compliqué pour nous de se décrire comme une ONG humanitaire, parce que c'est évidemment la question de l'urgence absolue de sauver des vies et reste... à aucun moment, nous allons la contester. Mais en fait, c'est les acteurs humanitaires eux-mêmes qui sont venus nous voir en 2012-2013, quand on était intervenu en Haïti dans les camps de réfugiés après les camps déplacés après le tremblement de terre de 2010 et qui nous ont dit vous faites quelque chose qu'on ne sait pas faire ou mal faire, nous les humanitaires, vous avez cette capacité de prendre en compte finalement la dimension intellectuelle des populations en danger. C'est-à-dire qu'un humanitaire, ça va sauver la vie d'abord, mais en fait très vite les gens ils ont besoin d'autre chose. Et c'est comme ça qu'on a commencé à déployer ces fameuses Ideas Box dans des situations de crise ou de post-crise. Et ça nous a amené à déployer très vite des programmes Ideas Box aux frontières de l'Ukraine dès le déclenchement de la guerre. 3 jours après le déclenchement de la guerre, on avait des premières Ideas Box qui étaient déployées à la frontière polonaise. Et c'est ça, Patrick expliquait, la visite de Pramila Patten sur une de ces Ideas Box en Pologne qui a déclenché cette relation avec les Nations Unies. Et Bibliothèques sans frontières, nous, on se décrit souvent comme des non-sachants. Notre boulot, c'est de créer ces ponts et on va y pluguer comme ça des expertises. Et quand on travaille et qu'on arrive dans un nouveau domaine, il faut qu'on arrive à trouver les bonnes personnes avec qui on va pouvoir travailler dans ce nouveau domaine. Et c'est vrai que pouvoir nouer ce partenariat avec les Nations Unies et toute l'expertise et le savoir-faire qui va avec était essentiel pour nous pour pouvoir se donner finalement l'autorisation de se lancer dans ce sujet. Et donc on a signé ce partenariat et on a commencé à construire une stratégie sur le déploiement d'outils Bibliothèques sans frontières pour combattre et répondre aux questions de violences sexuelles dans les conflits. Cette stratégie, elle est basée sur 2 piliers. D'abord, le support et l'empowerment des survivantes à travers et grâce à l'utilisation d'outils et de safe space comme l'Ideas Box. Et la deuxième, j'en ai pas encore parlé, mais je vais vous en dire un mot, c'est le déploiement d'outils d'apprentissage apprentissage numérique extrêmement innovant sur lequel Bibliothèques sans frontières travaille depuis maintenant pas mal d'années.
Alors, ces Ideas Box, aujourd'hui, on les mobilise et on les construit justement avec cette approche holistique et avec cette idée que finalement vont pouvoir se pluguer sur ces espaces tout un tas de services psychologiques, la collection de narratifs, la possibilité de faire de la collecte de preuves, de la sécurisation de ces preuves, mais aussi des choses pour accompagner les survivants dans le futur, donc l'éducation, l'entrepreneuriat. On retrouve là ces éléments qui faisaient partie de la stratégie Ideas Box for Women. Il y a aussi cet aspect hyper important qu'on a beaucoup vu en Pologne, justement, où on déployait les premières Ideas Box dans la réponse à la crise ukrainienne, c'est la question de la prise en charge des enfants. On avait notamment un partenariat avec Médecins du Monde sur certaines de ces Ideas Box où des psychologues de Médecins du Monde intervenaient. Et du coup, pendant ce temps-là, on pouvait prendre en charge les enfants dans l'Ideas Box et les mamans étaient complètement soulagées de savoir que leurs enfants étaient en sécurité et elles pouvaient prendre le temps pour elles. La manière dont on travaille, c'est toujours la même avec ces programmes BSF, c'est toujours travailler avec sur les synergies locales, comment on arrive à assembler, et vraiment cette idée d'assembler est hyper important pour nous, un certain nombre d'acteurs à la fois internationaux mais également locaux. Donc on travaille avec le réseau UN Action, mais on travaille aussi toujours avec les autorités locales lorsqu'elles sont en place ou des associations, des ONG, des associations communautaires. Et on travaille aussi toujours à transférer ces outils, et ça pour nous c'est extrêmement important qu'il y ait une exit stratégie qui soit claire, même dans des situations humanitaires où on va essayer de travailler justement à identifier les bons acteurs locaux qui vont pouvoir finalement vraiment exploiter et faire grandir ces dispositifs au long cours. Quel type d'impact on va rechercher avec ces projets? Je donne deux exemples parce que l'idée ici n'est pas de faire tout le cadre logique d'un projet type, mais la première, c'est vraiment de mettre les survivantes en situation de raconter. Et ça, c'est extrêmement important pour nous de donner une voix aux bénéficiaires. Ça a toujours été quelque chose d'extrêmement important dans les projets, je vous l'ai dit en introduction, et on continue dans cette logique-là sur ces actions spécifiques. La deuxième, c'est ces actions plus spécifiques d'empowerment économique, de livelihood support, donc vraiment comment on va accompagner les femmes à prendre une place dans la société. Le deuxième aspect sur lequel je voulais revenir, c'est ces fameuses Digital Learning Technologies qu'on déploie assez massivement maintenant avec Bibliothèques sans frontières. En fait, il se trouve que BSF a une double expertise à la fois d'outils qui permettent de contourner les problèmes d'accès à Internet qu'on va rencontrer dans la plupart des terrains sur lesquels on travaille, mais également de création de ressources numériques. Et aujourd'hui, on a un focus spécifique sur les First Aid Responders, donc notamment les professionnels de santé, mais on peut aussi penser aux forces de police, par exemple. On peut bien sûr aussi penser à toutes les associations et les ONG qui travaillent, mais également se dire comment ces outils peuvent être utiles pour la population. Alors ces outils, ils ressemblent à quoi? Le premier de ces outils, c'est l'IDS Cube, qui est un nano-serveur. Alors, ça fait la taille d'un paquet de cigarettes. Vous voyez, d'ailleurs, ça ressemble un peu à un paquet de Marlboro. Je ne sais pas qui a cette inspiration, mais donc ça fait la taille d'un paquet de cigarettes. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre jusqu'à 30 000 livres, tout Wikipédia, la Khan Academy, pour ceux qui connaissent. Donc, 1 téraoctet de ressources. Ça marche sur batterie, ça crée son propre hotspot Wi-Fi. Et donc là, si je le démarrais dans cette salle ici, vous pourriez vous connecter sur le Wi-Fi de l'IDS Cube et avoir accès à toutes les ressources sans avoir besoin d'accès à Internet. On déploie souvent ça dans des kits avec soit des sacs à dos, soit des fly cases avec des tablettes. Et vous voyez qu'on peut organiser comme ça des ateliers à peu près n'importe où. Ça marche sur batterie, c'est complètement autonome. Après, la question, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on met dedans et comment on va faire la médiation autour de ça. Mais vous voyez que l'outil en soi est un superbe base pour imaginer plein de choses. Le deuxième outil, il est encore plus petit, ça ressemble à ça. Ce sont des cartes micro SD, vous voyez, ça s'appelle Cajou. Ce sont des cartes micro SD qu'on va mettre dans son téléphone et ça va transformer le téléphone en bibliothèque de contenu. Et vous avez le contenu qui est sur la carte. Donc de la même façon, vous allez utiliser zéro connexion, zéro data pour avoir accès à ces contenus. Alors, une fois qu'on a les technologies, la question, c'est quel contenu on va mettre dessus. Et aujourd'hui, vous avez un exemple là à droite de contenu qu'on peut créer. C'est un programme de formation des agents de santé communautaire
Côte d'Ivoire, où on a créé tout le parcours de formation de ces agents de santé communautaire. Et donc, vous voyez, tout ça, les quiz que vous voyez apparaître, etc., sont disponibles complètement offline sur le téléphone. Et donc, on a vraiment ce qu'on appelle un learning management system complètement déconnecté. Donc, à l'intérieur de ça, sur quoi on travaille aujourd'hui? On travaille sur la numérisation de ce qui existe. D'abord, les ressources existantes, elles sont hyper importantes. Et donc, la manière de comment on va les rendre disponibles au plus grand nombre. On travaille aussi sur tout ce qui va relever de la legal literacy, de la littératie en matière de santé, des ressources éducatives, des ressources pour aussi tous ces first aid responders qui vont pouvoir gagner des compétences grâce à ces projets. En tout cas, nous, on est ouverts, et ça, je voulais le dire aujourd'hui, on est ouvert à vous accompagner aussi pour diffuser des ressources que vous pourriez avoir et travailler sur la manière dont on peut les numériser. Je termine simplement en vous disant un petit mot sur cette stratégie-là qu'on a mis en place depuis maintenant une année, 2023. Et donc, je vous disais qu'on était au milieu de cette learning journey aujourd'hui, avec ces 4 piliers, hein, l'humilité, parce qu'on apprend, on est vraiment dans ce parcours d'apprentissage et on a besoin de vous pour ça. Cette approche basée sur les besoins, la co-création et un mélange d'expérimentation de terrain et mêlé avec des perspectives académiques. Concrètement, aujourd'hui, on a 3 pays dans lesquels on déploie cette initiative. D'abord en Ukraine, avec des Ideas Box, l'INSEE en parlait tout à l'heure, mais aussi des Ideas Cubes qui sont déployés dans des Survivor Relief Centers et des Women Friendly Space, donc qui sont plutôt dans les zones à la frontière avec UNFPA. En République démocratique du Congo, on travaille avec la fondation Panzi, alors plutôt sur des bibliothèques physiques et numériques dans la maison Dorcas. Et au Nigeria, on travaille avec We Are Not Weapon of War sur un projet de bibliothèque numérique offline, financé d'ailleurs par le centre de crise, où on va aussi, et Céline en dira un mot cet après-midi, de l'application backup qui permet de collecter des preuves. On va essayer de mettre ça offline, parce que c'est aussi hyper important de pouvoir travailler dans ces contextes déconnectés. Qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à présent? Et je suis désolé, je prends encore 2 minutes pour le dire, et après je m'arrête. 1 minute. La première, c'est que l'approche holistique, elle est clé, et ça, bon, je crois qu'on l'a tous dit, et elle est importante, que ces méthodologies centrées sur l'utilisateur, elles sont cruciales, et notamment, je pense, ce pas de côté, qui est pas forcément évident pour les ONG, alors même si ça a beaucoup évolué ces dernières années, mais souvent, les ONG ont tendance à apporter les services qu'elles ont, et dire, voilà mes services, plutôt que de demander réellement de quoi avez-vous besoin. Et c'est ça qui est intéressant, justement, dans ces espaces, notamment ces espaces Ideas Box, c'est qu'on peut y plugger plein d'organisations qui viennent travailler pour apporter une brique des besoins. Et c'est cette idée de one-stop shop qui est extrêmement importante et qui apparaît comme une réponse puissante, mais qui ne peut pas exister si on n'a pas les partenariats. On parlait, un des programmes sur lequel on travaille avec UN Action, c'est l'Afghanistan. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on déploie des Ideas Box pour faire du referral en Afghanistan et qu'il n'y a personne à qui référer les cas, vous voyez qu'on est au bord du gué et on ne peut pas aller plus loin. Et donc, pour l'instant, le projet, il est encore un petit peu en sursis. La deuxième chose, c'est que le capacity building est central. Alors moi, j'aime pas trop arriver comme ça, parce que c'est toujours, vous savez, ça a toujours été un truc d'ONG occidentale de dire il faut faire construire les capacités comme si les capacités n'existaient pas et qu'on arrive toujours à faire du capacity building. Néanmoins, on voit bien que sur ces sujets-là, il y a une vraie question de l'adaptation des ressources existantes et notamment leur localisation. Pour les faire simples, dynamiques, accessibles rapidement sous la forme de micro-learning. On voit d'ailleurs que on parlera du guidebook cet après-midi avec Catherine, mais effectivement, la question de savoir comment on utilise et mobilise le guidebook. Ouais, je suis désolé, j'arrive. Les technologies offline, elles sont également hyper importantes, on l'a dit, et cette importance d'apporter en fait une variété de contenus qui va aller au-delà simplement des questions techniques, juridiques par exemple, etc., mais d'avoir cette approche vraiment 360 degrés. Je finis en vous disant que l'objectif 2024, c'est quoi? C'est l'implémentation et de l'évaluation d'impact. Continuez à chercher du contenu, et si vous avez du bon contenu, on est preneur.
On a une grosse initiative sur l'intelligence artificielle à Bibliothèques sans frontières et c'est un gros sujet qu'on déploie aujourd'hui de savoir comment on peut faire des chatbots, c'est-à-dire des agents conversationnels en langue locale et qui marchent offline pour aller s'appuyer sur des bases de données. On en discutait avec Catherine l'autre jour de se dire comment le guidebook justement de la Mukwege Foundation, on pourrait avoir un agent conversationnel qui vient l'interroger pour beaucoup faciliter finalement la navigation en son sein et l'exploration de nouveaux terrains d'implémentation. Cette dernière photo, pour conclure, où vous voyez des femmes, des femmes au Bangladesh qui lisent. Et vous savez, je voulais finir là-dessus parce que ça a été un immense défi de réussir à faire venir ces femmes dans les Ideas Box. Et la plupart des femmes qui ont été enrôlées dans le programme ont pu apprendre à lire et écrire, ce qui était finalement la victoire principale de ce beau projet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jérémy. Merci pour votre passion. Je sais que quand on est passionné, c'est difficile de s'arrêter. D'expérience, je le sais. Et merci pour ce que vous faites, parce qu'en fait, c'est juste génial. C'est formidable, cette initiative de Bibliothèques sans frontières. C'est formidable en ces temps où le droit à l'éducation des filles et des jeunes femmes est plus que menacé. Là, c'est pas une fenêtre que vous leur ouvrez, c'est un monde donc j'ai retenu les espaces sécurisés pour accéder évidemment à la lecture et puis aussi toutes les méthodes de e-learning et donc les nouvelles technologies. Hier, Patrick Veil parlait du danger présenté par les nouvelles technologies. Là, on voit le miracle des nouvelles technologies dès lors qu'on ne se laisse pas submerger par le miracle et qu'on sait évidemment bien l'utiliser, l'encadrer, le réglementer. Donc, merci pour tout. Alors, dans le temps qui nous reste, alors en même temps, par rapport aux organisateurs, j'ai envie de dire, on a quand même subi un aléa technique qui nous a fait perdre du temps. Donc, somme toute, on n'est pas si en retard que ça. Et donc, je crois qu'on peut avoir bien 20 minutes d'échange avec la salle. Ah, pas bien. Bon, 20 minutes d'échange avec la salle. Donc, la parole est à vous. Je vous en prie, n'hésitez pas à poser des questions à nos intervenants. L'approche générale basée sur le genre, que c'est beaucoup développé et qui est extrêmement pertinente, a tendance malgré tout à maintenir l'invisibilisation des enfants, parce qu'on parle beaucoup de femmes, de filles. On a parlé, Hilda, je vous ai entendu dire des adultes de plus de 16 ans. Oui, mais ce sont des enfants. Bernadette, visiblement, est une enfant. Y a-t-il dans vos programmes respectifs, dans vos études, dans vos actions onusiennes, y a-t-il moyen de considérer l'enfant comme un troisième genre qui serait visibilisé aux côtés des hommes et garçons, des femmes et filles? Y a-t-il quelque chose à faire qui permette de casser ce cycle intergénérationnel de violence, qui permettent de travailler sur le préjudice transgénérationnel ou trauma transgénérationnel dans le vocabulaire plutôt des psychologues. Cette réflexion que la Cour pénale internationale sur le préjudice transgénérationnel peine à développer, est-ce qu'elle existe? Alors Catherine, je sais, évidemment, on en a parlé longuement. Voilà. Maybe I can start. And I think thanks for your question, Bérangère, and a very important point. And I think when we talk about children as victims or survivors, I think it's children that themselves are being sexually abused. And I think the Kavumu case that was discussed extensively yesterday, it's where there were young children, from 3 months old that were horribly physically abused. So that is where, indeed, then the medical care, physical reparation is key. Psychological support, of course, is a whole different area of expertise. And I'm looking at maybe you can add a bit there, but it's super complicated. But as well there, at least in Panzi, there's specific expertise. I think the other points you mentioned, and that's also what survivors from the Semi-Global Network and the national networks constantly struggle with, is children born
as a result of the rape, and we discussed that yesterday. And I think stigma, the lack of social acceptance, the fact that these children are not accepted often by the mothers who have difficulty to acknowledge and to accept, families often don't accept, and the community doesn't accept. So it's multiple layers of stigmatization. And mothers struggle also, should they inform their kids or not? So I think there's multiple layers of psychological, familiar, intergenerational trauma. And then I think that there's a legal aspect to it, that in many, or in some countries, these children cannot be registered, so they don't exist in a legal sense. They don't get their nationality. So on that side as well, there's a very important steps to be taken. The other even more difficult issue is, or not even more difficult, but additionally complex, is how to work with children. You know, survivors, adults, you can ask for consent. So how to have a children-centered, survivor-centered approach, I think is something we are also together with survivors and experts discussing. How can we take that to the next level? Non, je voulais juste rebondir sur la dernière remarque de Catherine, parce que nous, on l'a beaucoup vu sur le programme pour les enfants des rues au Burundi. Alors, c'est un contexte qui est différent. Mais c'est vrai que quand on parle des enfants soldats, des enfants des rues, en fait, on a une approche qui est extrêmement globalisante et collective. Et en fait, tout le travail qui est fait, alors je peux d'autant plus en parler parce que, certes, c'est sur un programme Ideas Box, mais c'est une association remarquable qui travaille avec les enfants des rues au Burundi et qui est d'ailleurs elle-même composée d'anciens enfants des rues. Tout le travail qu'ils font, c'est l'individualisation, c'est la réindividualisation de ces enfants pour leur donner une personnalité propre et les accompagner de façon individuelle. Alors bien sûr, ça passe par énormément de temps collectif, mais ce sujet-là, il est central dans l'approche pour les enfants. Non, mais je réagis à votre remarque qui est très pertinente, parce qu'elle pointe du doigt la manière dont aussi le secteur de l'aide fonctionne. Il y a des mots-clés, il y a des financements attachés aux mots-clés. Je vais le faire un peu à la hache, mais c'est quand même beaucoup ça. Et c'est vrai que dans la présentation, on a... moi, je pourrais vous parler de la stratégie humanitaire française. La question des enfants est bien sûr centrale. On est tous d'accord sur les questions holistiques. Mais il est difficile, moi j'ai vu les négociations qu'on a pu avoir avec un certain nombre de partenaires autour de la stratégie. Chacun est arrivé avec son secteur concerné. Ici l'éducation, ici les violences sexuelles, ici le genre, je pourrais rentrer par plein de... Et donc il peut y avoir un effet, c'est pas repoussoir, mais simpliste dans la manière de décrire ce qui se passe réellement en fin de compte sur le terrain, qui est beaucoup plus inclusif et confronté aux réalités des populations avec lesquelles les organisations sont en contact et puis en situation, doivent s'adapter. Mais ça reste un petit sujet quand même, parce qu'il peut y avoir un effet de déport, de mettre de côté certaines problématiques dans la façon dont, des fois, le secteur adresse ses stratégies, son plaidoyer. Et je prends donc votre remarque comme une alerte supplémentaire sur la manière dont on s'expriment les uns les autres autour de ça. Et c'est pour ça que, dans la manière dont le colloque se passe, mais le panel, c'est très intéressant de voir à la fois, Jérémy et Catherine, comment vous reveniez sur des éléments de terrain très concrets, parce que c'est de là que tout part. Mais je sais qu'il y a des effets de bord constants sur mais si vous n'avez pas parlé de telle thématique, vous oubliez celle-ci, etc. Et c'est quand même aussi un questionnement sur la manière dont le système fonctionne. C'est-à-dire que Oui, on l'a des prescripteurs. voilà. Et puis, il y a des budgets qui sont adossés à certaines thématiques plus que d'autres. Donc, c'est quand même une évolution constante sur lesquelles il faut être attentif. I just want to add 2 quick points, I think, from the perspective of the UN. Yesterday, SRSG mentioned something really important, that, our office compiles the historic record in the voice of the SG for this crime. And
a couple years ago, the office was also mandated to create the first of its kind report on children born of sexual violence that was presented to the Security Council. So I think elevating this issue at that level as a peace and security issue is really important. The question around synergies and how to not have competing agendas, I think, is one that we often struggle with also inside the UN, how to work in a coordinated way. And we're really trying to leverage that inside the UN Action Network. We have the conflict-related sexual violence agenda came, almost a decade after the children in armed conflict agenda. It's some way our sister mandate. So I think we're also trying to leverage lessons learned through the children in armed conflict agenda and harmonize the way we're working together. And of course, we can't all be experts all the time in every single subject. So sometimes it's also just about asking colleagues for support and asking them those type of questions, because you also have actors like UNICEF that, have really important dedicated expertise in that area. So I think you're right. It's often about leveraging those existing resources and finding those partnerships. Je reviens sur ce que vous disiez. Moi, je me souviens d'un programme avec des collègues de Médecins du Monde dans l'Est de la RDC adressant les violences sexuelles massives dans la sous-région et de discussions avec les acteurs de terrain où, à un moment donné, la réalité est bien là. C'est que les jeunes garçons sont violés, les hommes sont violés. Et donc, on est dans un tel phénomène de rattrapage, je vais le dire avec mes mots, sur la question du genre, des femmes, de choses qu'on n'a pas vues, que des fois, en pensant cet exercice, on oublie, et les acteurs eux-mêmes, une réalité pourtant qu'ils ont devant eux, dans un centre de soins, dans un hôpital, etc. Et donc, voilà, c'est juste un élément de rappel sur la manière dont, parfois, des mots-clés peuvent faire qu'on oublie certaines parties de la population. Juste moi, pour la limite de l'approche en silo finalement, comme toujours, juste pour par rapport à la CPI que tu évoquais, la CPI, elle admet la notion de préjudice transgénérationnel. C'est juste que dans Katanga, elle estime que le lien de causalité n'est pas suffisamment établi. Donc on est dans la rigueur du droit de la responsabilité, on n'est pas dans la contestation de l'existence d'une notion. Le lien n'est pas suffisamment établi pour attribuer le préjudice psychologique et le relier finalement au crime commis par Katanga. Donc bon, mais on pourrait en parler longtemps et il faut quand même qu'on puisse donner la parole à d'autres personnes dans la salle. Alors Lorraine Dumont, tu avais une question. J'aimerais que les personnes qui posent des questions soient assez brèves et que nous-mêmes nous nous astreignions à cette discipline pour pouvoir encore prendre 2 ou 3 questions avant que les organisateurs ne nous rappellent à l'ordre. Lorraine, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes. C'était extrêmement intéressant. J'ai une question et une remarque, mais je promets que ça va être court. Ma question va principalement intéresser, je pense, Catherine et Lindsay. Je me demandais quelle est la place des outils de la justice transformative et de la justice restaurative qu'on théorise beaucoup aux États-Unis notamment, et donc avec non seulement l'approche centrée sur la victime, mais aussi la victime resituée au sein de sa communauté et la volonté donc de soigner, de réparer, ce qui est aussi une stratégie de prévention finalement. Donc est-ce que vous utilisez ça dans votre travail? Et sur la remarque, je reviens sur la question du soutien psychologique aux victimes. Et donc Muriel, tu disais notamment que le droit était très rigide et finalement pas ouvert à ça, mais je voudrais mentionner notamment la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui a une pratique en matière de réparation extrêmement dense et riche, qui va se concentrer aussi sur des rapports anthropologiques, psychologiques, qui va ordonner des mesures telles que l'octroi d'une bourse d'études à une victime de violences sexuelles en raison de l'atteinte à son projet de vie, ainsi que des journées pour la mémoire, des jours fériés, etc. Donc des programmes d'economic empowerment, des programmes de formation au genre pour les autorités publiques, etc. Donc là, pour les personnes qui sont intéressées par ce sujet-là, et je pense qu'il y a aussi de la part des académiciens en psychologie quelque chose de très intéressant à étudier au niveau de la pratique interaméricaine sur les conséquences, l'impact réel que peut avoir la jurisprudence de la Cour interaméricaine à l'aune des réparations qu'elle recommande ou qu'elle ordonne. Voilà, désolée, c'était un peu long.
No, just in terms of transitional justice, I think you're right, it's a complementary approach. I think one thing that was mentioned today and highlighted, it's really important that these approaches are adapted to the specific context. So just because transitional justice approach in Colombia, we can learn a lot of interesting practices there, but it should not just be taken from that context and put in a context like Central African Republic or Mali. So I think adapting transitional justice to the cultural context is really critical. I do think it's a really important tool, though, because like we talked about yesterday around the mobile courts, it's another way of translating or bringing justice closer to the local population. And circling back to the issue of prevention, destigmatizing survivors, putting the onus on the perpetrators. So I think in that sense, it can be a very powerful tool. Yeah, thanks for the question, and thanks, Lindsay. Maybe to build on that, you mentioned it, I think the recognition. I think a very important aspect of transitional justice is recognition for the survivors of the crimes done. And there, I think it's what we see and hear, the closer it's done to the survivors by their community, by the local authorities, the more impactful it is. And that's where I think the further away a court sits, the less that element of recognition in the local society is achieved. And then maybe on the point of being sensitive for what justice means, what is fair, and what is just, and how important is the individual recognition versus the community, the family. And that's where I think different cultures, communities are super key. And it's not about a copy and paste, but some elements, I think, of again, I come back to the survivor-centered approach. The best way to find out what is relevant in a context is to talk to people, to ask survivors what would be meaningful, both in interim reparation, both in justice. We heard about truth commissions, collective memory project, arts, safe places, access to healthcare, but it's all about what is meaningful and most meaningful for survivors. And then I think all the examples also show that it varies. And then maybe the other point, I don't think we have too much time, and I think it's up to, the Global Survivor Fund, but the importance of considering administrative reparatory measures as part of a transitional justice project, I think is key and essential. That it's not just about, because that will give that recognition. And that is key. Thanks. Une dernière question, Madame la juge. Vous aviez une dernière question. Je suis désolée, après, vous pourrez discuter avec les panélistes pendant le déjeuner. J'ai deux questions qui vont concerner Madame Coppens et Madame Forsland. Je suis Tendance Wezolo Bonga, magistrat, je viens de la République du Congo, Congo-Brazzaville. La première question, c'est donc à Madame Coppens, concernant donc le réseau SEMA global pour les survivants. En vous entendant, je me suis questionnée assez. Donc, je voudrais savoir, c'est une question plutôt de précision et de compréhension. Quel est donc l'intérêt de ce réseau pour les survivants et qui a accès en ce qui concerne donc le réseau SEMA? Et la deuxième question à Madame Forsland. J'ai suivi que vous avez dit qu'en 2011, il y a un bureau spécial qui a été développé sur les violences sexuelles. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter sur la prévention, les stratégies et le soutien holistique. Moi, je voudrais revenir sur un élément, les auteurs des crimes. Parce que hier, on en a discuté, on a vu les insuffisances et l'inefficacité malgré tout ce qu'on peut faire sur le plan judiciaire. Moi, je voudrais savoir, est-ce que la cellule spéciale, quelles sont les réflexions développées? Parce que je pense que la prévention passe aussi par la prise en compte des auteurs. En fait, quelle est la réflexion que la cellule spéciale a développée en ce qui concerne les auteurs?
Parce que dans notre cas, par exemple, sur la loi qui concerne notre pays, pour ce qui est de la lutte contre les violences faites aux femmes, on a une partie qui est consacrée aux auteurs, la réinsertion et bien d'autres éléments. Donc moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il en est. Merci. Thanks for the question about SEMA. So SEMA is a global network created by survivors, and the McGregor Foundation acts as the secretariat. And for survivors, what they constantly express is to be able to share not only their experiences, but to jointly identify what can be and should be their global advocacy priorities. And be able, and that's where the McGregor Foundation is able to facilitate, where they can get access to platforms for advocacy, you know, to speak at the UN, to speak at important conferences, so to be seen as the global voice for survivors on the global advocacy agenda. And who has access? In principle, every survivor that is a victim, a survivor of conflict-related sexual violence can join the movement. Of course, we cannot host physical presence of thousands of survivors at a conference. So we have representations of survivors of countries to a max of 5 to join the SEMA Global Network as far as physical meetings go. But the aim is really, and I think it's working more and more, that survivors that are part of the SEMA Global Network also play a role of an activist and a support in their own country. So there's very strong links with national survivor networks, and that cross-fertilization, what we see is, and what survivors continuously give us feedback on, is very valuable for them. To learn, to inspire, and to see some of the progress. Because I really feel that the strong emphasis on survivor-centeredness, the nothing about us without us, I think SEMA played a role to get that notion at the right levels. Thank you so much for the question. I didn't have time to go into this just because we had a limitation. I think it's a really important reflection around, especially when it comes to prevention. Similarly to that survivors are not a homogeneous group, I think we understand more and more that perpetrators are not also homogeneous, and they have a variety of motivations, and the more we can understand those motivations and those tactics, I think the more effective we can become at actually preventing this crime. I think early on in the mandate, it was a lot of the prevention activities were looking at security sector actors, looking at military, national armed forces, police. So prevention and sensitization of those actors can look like command orders and how do you know, in a more structured way. But if you're looking at terrorist organizations or you're looking at armed groups, it may require a different type of approach. You may also need to, again, not to overutilize the word, but take in the local context. Are people in that environment or armed commanders influenced by religious leaders or other traditional leaders? So maybe engaging with those actors as well to try to spread messages around prevention is also key. I think there's still more research, Ida really touched on this as well, that can be done in this area. And as we have more conflict settings with different and more complex environments emerging, like Haiti, for example, motivation of armed groups, I think we're going to need to do more research and understand those dynamics further in order to really develop more tailored prevention responses. Alors, je suis désolée, on ne peut plus prendre de questions. Nous avons presque respecté notre temps de parole, donc je vais moi-même me limiter à une conclusion d'une phrase. J'ai commencé finalement à introduire ce panel en parlant de Paul Ricoeur. Eh bien, c'est avec Paul Ricoeur que je terminerai.
Si la création d'un monde commun est difficile, on voit bien grâce à vous tous et vous toutes, et que personnellement je remercie très chaleureusement, non seulement pour vos interventions, mais pour ce que vous faites, qu'une éthique de l'action est possible et qu'on peut arriver à faire des choses en considérant soi-même comme un autre, comme le disait Ricoeur. Et donc c'est sur ces mots d'espérance que je vous invite à nous retrouver pour poursuivre la discussion.